deux feux totalement inédits dans le contexte francilien, mais c'est vrai, dans un moment de canicule vigilance rouge, et puis où tous les indices d'hygrométrie, de sécheresse, étaient extrêmement dégradés. Deuxième élément que je voulais mettre en valeur, c'est l'appui considérable, immédiat, qui a répondu à cette situation complètement inédite. Les appuis, un appui national déjà, avec des moyens, je les ai évoqués, nationaux. Nous avons eu continuellement à disposition des Canadair, des Dash, des hélicoptères bombardiers d'eau, un appui au sol, évidemment, alors au premier rang le SDIS 77, bien sûr, mais renforcé très vite par des colonnes de toute la France. Absolument toute la France, on croisait des pompiers, à croise des pompiers du Var, absolument toute la France. C'est le deuxième élément qui a remarquablement fonctionné, avec le résultat qu'il faut dire, c'est qu'au moment où je vous parle, Monsieur le Président, nous ne déplorons aucune victime au feu, aucun pompier, aucune victime civile. Par ailleurs, les biens ont été protégés, les pompiers ont fait un travail formidable. Ouais, et même si au total, on a eu un peu plus de 800 évacués, c'est ça? Oui, peut-être même un peu plus. C'est difficile de quantifier exactement du fait du phénomène de location temporaire, d'Airbnb, etc. Mais on peut considérer qu'il y avait autour d'1 millier de personnes évacuées, mais qui ont d'ailleurs pour la plupart déjà réintégré selon les sites, selon les lieux et les moments. Mais, un travail absolument formidable. Troisième élément que je voulais également mettre en exergue, on l'a déjà évoqué rapidement, c'est les solidarités qui se sont mises en place avec une fulgurance. Bien sûr, des solidarités territoriales, les maires se sont immédiatement connectés pour offrir notamment des salles de lieux d'accueil pour les réfugiés éventuels, et puis les solidarités à tous les niveaux, les entreprises, publiques, privées, des habitants, nos concitoyens, à un point tel qu'aujourd'hui d'ailleurs ça nous pose un certain nombre de difficultés de gestion et de mettre en face d'une telle offre une demande qu'on a organisée comme on a pu. Mais en tout cas, je veux dire que si dans la crise c'est compliqué, c'est vrai que ces moments-là sont réconfortants. En fait. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais bravo vous dire. d'avoir coordonné tout ça. Là, c'est la carte, on voit de l'avancée des... Alors, vous avez la parole, si vous en êtes d'accord, à Julien Marion. Quelques éléments, Monsieur le Président, sur la saison, ce début de saison feu 2026 vu du plan national. On a une saison feu d'une intensité qu'on n'a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au moment où on se parle, il y a à peu près 34-35 000 hectares qui ont brûlé dans notre pays depuis le début de la saison. Vous le voyez, c'est 2,5 fois ce qu'on enregistrait en 2025, c'est 11 fois ce qu'on a mesuré à date en 2024. On a d'ores et déjà dépassé le total de la saison 2025 en surface brûlée à la date du 14 juillet. Vous avez là sur la gauche une carte important, évidemment dans le sud, mais également dans le sud-ouest, beaucoup plus au nord, dans l'ouest Val-de-Loire, dans le Jura, en Bretagne, ce qui nous oblige à une dispersion de moyens qui est un défi en soi. Pas loin de 11 000 feux depuis le début de l'année. Ça veut dire que depuis 3 semaines, les sapeurs-pompiers dans ce pays gèrent entre 250 et 300 feux de manière simultanée. Malgré ça, au moment où on se parle, il y a 3 feux qui ont dépassé 1000 hectares seulement et 6 qui ont dépassé 500 hectares. Voilà. Qu'est-ce qui nous permet de faire face à ça? C'est une mobilisation de moyens absolument inédite. Notre socle, évidemment, qu'on mobilise tous les étés en saison feu de forêt, les pompiers, les sapeurs-pompiers d'abord. Je rappelle que 95% des feux sont éteints uniquement avec des moyens au sol. On a pu renforcer la capacité de mobilisation. Là, en nombre de colonnes, on a une capacité de monter en charge. On a une capacité de montée en charge qui peut nous permettre d'aller jusqu'à 52 colonnes. C'est inédit, Monsieur le Président. On a également des moyens aériens qui sont considérablement renforcés, non seulement notre flotte patrimoniale, les Canadair, les Dash, mais également les moyens qu'on loue et les moyens, je tiens à le dire aussi, qui sont loués par les départements de manière accrue. Au total, on a pas loin de 70 vecteurs mobilisables aériens pour lutter contre les aéronefs plus hélico. Voilà, avions plus hélicoptères. Si on fait la somme des moyens mis par l'État et des moyens mis par les collectivités, on est à peu près 70 vecteurs aériens. C'est quoi, à peu près 40 aéronefs, 30 hélicos? C'est plutôt une trentaine d'avions et le Delta, une quarantaine d'hélicoptères. Voilà. On a par ailleurs, je tiens à le dire, depuis le début de cette saison, des renforts militaires très conséquents.
les moyens militaires de la sécurité civile, vous allez les rencontrer dans quelques minutes, qui sont pleinement mobilisés, mais également un renfort du ministère des Armées à travers le protocole Héphaïstos. Et le ministère des Armées vraiment fournit un appui très important. Et puis la solidarité européenne. On l'a déjà sollicité à 2 reprises depuis le début de cette saison pour obtenir de la part de nos voisins et de nos partenaires des avions légers et des hélicoptères lourds bombardés d'eau. Donc je peux vous dire qu'ils ont été extrêmement utiles. Et puis aussi, Monsieur le Président... Qui a fourni? Alors, on fournit la Suède, Chypre, la République tchèque. Voilà. La République tchèque nous a fourni 2 hélicoptères lourds et la Suède et Chypre des avions légers. Ce que je voulais dire pour terminer, Monsieur le Président, c'est qu'on a aussi tiré les leçons de la saison 2022. Ça c'est important, donc c'est des renforcements de moyens humains. On a un 4e régiment de militaires de sécurité civile qui a été créé et qui est mis à contribution cet été. Des moyens aériens évidemment à travers les locations que j'évoquais. On va dans quelques jours pouvoir expérimenter si c'est nécessaire le recours à l'A400M pour procéder à des largages de grande capacité. Là aussi solution inédite mais dont on pense qu'elle pourra nous être très utile. On a renforcé à la suite de la saison 2022 de manière très nette notre partenariat avec Météo France et l'ONF. L'idée c'est d'avoir toujours, de garder un coup d'avance sur le risque feu de forêt et d'être en permanence dans l'agilité et la souplesse pour, comme vous le voyez sur la carte, prépositionner nos moyens là où on sait qu'ils seront les plus utiles. Ça a été dit par le préfet tout à l'heure, moi ce que je retiens pour terminer sur une note positive, certes ce que nous vivons est dur, c'est très dur, c'est une saison comme on n'en a jamais connue, mais dans ces moments-là, notre pays montre ce qu'il a de meilleur. Une capacité de mobilisation, une capacité de solidarité qui nous permettent de tenir et qui j'espère nous permettront de tenir jusqu'au bout de cette saison, même si une fois encore elle est très difficile. Merci Monsieur le Directeur Général. Aujourd'hui, là, pour les semaines à venir, vos points de vigilance? Ils changent tous les jours. Là, nous allons par exemple avoir un week-end très difficile dans le sud. Force et Var. Voilà, le Var, on va avoir probablement la journée la plus difficile depuis le début de la saison, là, dans le secteur du Var, avec un risque extrême. Ce qui explique que depuis 24 heures... C'est à cause du vent qui vient en plus la combinaison des facteurs, une végétation sèche et en quantité importante, du vent, des températures élevées, une humidité très faible. Ça, c'est vraiment le cocktail explosif. Donc depuis 24 heures, là, on est en train de procéder à une bascule de force vers le sud, de manière à ce que ce week-end, on soit prêt à répondre à des sollicitations importantes. Et toute la saison, depuis le début, c'est ce qui va se prolonger, on procède à des réajustements dans l'allocution des moyens de manière permanente. C'est intéressant de voir tout ce qu'on a subi en effet depuis le début là. Monsieur le Président, si vous voulez bien, on va maintenant faire un focus sur la situation locale. Monsieur le Président, vous me demandiez quelles étaient les 4 cartes. En fait, c'est 4 cartes qui correspondent aux 4 phases principales de ces 2 feux. Mais permettez-moi, avant de vous remercier en témoignage de reconnaissance, vous êtes des nôtres et vous êtes le numéro 182 pour votre visite auprès de nous. Merci, Président. Merci beaucoup, c'est adorable. Voilà. Donc, ça, c'est le départ de ce feu. En quoi il est différent? Le vent vient d'ici, or le départ de feu est là. Donc, il part de 2 côtés, ce qui est extrêmement inhabituel. Pourquoi? Cette forêt est différente. J'ai fait près de 20 ans dans le sud, Corse, Corse du Sud, on s'était déjà vu à cette occasion, mais cette fois, on a un vent et avec un feu qui va partir des 2 côtés, extrêmement bizarre. Pourquoi? La tourbe, la forêt de Bellefontaine est vraiment spécifique. Ça, on l'a connu il y a 3 ans en Gironde. Hein. Absolument. Avec du feu qui s'enterre et du feu qui progresse en du feu de tourbe, ça c'est terrible. C'est très très difficile. C'est quasiment pareil. Sauf que là, l'important, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du département. Notre activité opérationnelle, on le voit là, le 10 juillet, on a énormément de feux de chaume, de feux de récolte. Bref, on est déjà très tendu en termes de disponibilité des moyens. Ce feu va évoluer, vous le voyez, il va évoluer très vite, mais le lendemain, donc on est le 13 juillet, là on est de 125 agents, 80 engins, 800 hectares, on passe le second jour, on est à 1300 hectares, 200 agents et 200 engins. On a un départ de feu, le feu 2 avec le deuxième COS, le colonel Contat. Le premier COS étant mon adjoint, le colonel Avenel. Et donc là, on a un problème. Le problème, c'est quoi? On a toujours autant d'activités opérationnelles. On a un vent qui pousse, avec pour moi un risque majeur, c'est que de 2 feux, on n'en est plus qu'un. On va voir ce qui se passe. Ça pousse. Là, vous voyez, on a le rouge, c'est le feu initial. Non, mais c'est quoi la chronologie entre les 2 cartes là, 24, 24, 24, 24, 12, 13, 14, 15. C'est parce que c'est une histoire. Ok, là on est le 14 juillet. On est le 14 juillet. Et là, on est Fontainebleau et là, c'est vraiment tout près. Là, on est à les lisières de la Golfe.
vraiment limite. Donc là, vous pouvez Là, voir c'est les villages qui ont été évacués. la progression entre le 13 juillet qui est ici, en rouge, vif, et le 14 juillet, en rouge, moins vif. Vous voyez que là, dès le 14 juillet, d'ailleurs monsieur le préfet le précise aux médias, le feu est fixé. Et on voit bien qu'entre cette carte, il y a toujours une grosse activité opérationnelle, mais il y a quand même moins de feux qui partent dans la forêt. Et ensuite, on en arrive au 15 juillet, avec les deux cosses. Et la situation d'aujourd'hui, il faut bien voir que ça, c'est des situations qui évoluent jour en jour, mais la nuit, on ne reste pas inactif. Je dirais que même que le feu de forêt, on gagne la guerre la nuit. Pourquoi? Parce que la température est moins grosse, l'hygrométrie remonte un peu, on a un peu moins de vent, mais pour vous faire une synthèse, je les en terminerai là. Ça me rappelle les feux que j'ai pu vivre en Indonésie en 2016, parce qu'il y avait beaucoup de tourbes. On est arrivé à 1 million d'hectares, fort heureusement on n'en est pas là en France. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on a une vraie difficulté opérationnelle. C'est vrai que depuis que je suis en Indonésie, Seine-et-Marne, pardon président. Donc depuis 2020, je l'ai toujours dit, tout va bien. Je suis en Indonésie. Regarde toujours les points positifs. J'ai dit, depuis 5 ans que je suis en Seine-et-Marne, il n'y a pas eu de vent. C'est le premier été où il y a vraiment du vent. Malheureusement, on voit l'effet immédiat, c'est qu'on a les mêmes conditions que dans le sud de la France. Plus d'hygrométrie, plus de vent, plus de température, et on a les mêmes résultats. Donc c'est vraiment de la physique, enfin, je ne suis pas un physicien, je suis juriste, mais bon, c'est comme ça. Je vous laisse la parole, mon colonel, pour le feu numéro 1, et ensuite vous, mon colonel, pour le feu numéro 2. Donc c'est vraiment le truc plus éducateur qu'on a ici. On a un peu plus stabilisé entre les 2 jours. Aujourd'hui, on a très peu d'évolution. Le travail, principalement, c'est de garder dans ce contrôle qui fait 20 km. Le travail des journaliers sous le contrôle en général, c'est que la nuit, on vient travailler sur les lisières. On évite aussi de faire pénétrer nos personnels. Et donc vous coupez en fait les voies. Et on vient créer des voies avec Réémerger à combien des fois sur le site? En fait, on a des réactivations un peu partout. C'est-à-dire que Donc le vent, rien ne me dit qu'ici je peux pas avoir un feu qui va un feu zombie qui va réémerger. dans quelques 2-3 jours. centaines de mètres, mais c'est pour ça qu'on noie les lisières. d'accord. On a vraiment. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir des réactivations dans la journée. Le vent se lève, on commence à le sentir. Donc, dans la journée, les 2 après-midi qu'on va avoir, on a des réactivations qu'on traite. Et le soir, effectivement, on profite de traiter toutes ces lisières. Donc là, on est sur un travail de longue haleine, effectivement, parce qu'on a du mal à pénétrer dans le massif. Et la tourbe est très très longue à éteindre. Le feu de l'Andiras était très très long et c'était la même typologie qu'on déjà évoquée avant. Donc voilà, la situation est depuis 2 jours fixée. Maintenant, on a énormément de travail terrestre et c'est du travail mètre par mètre pour aller éteindre chaque souche d'arbre qui peut être encore active. Deuxième feu, je laisse mon collègue faire le petit point. Alors le deuxième feu en fait a la particularité de commencer en fait juste au début de la ville de Fontainebleau. Donc on a déjà en fait un peu de public qui est sur cette partie de la forêt. On est à côté du golfe et de l'hippodrome du Haras de Fontainebleau, ce qui fait qu'on a des évacuations en première intention à faire de façon assez massive. Et la topographie fait qu'ici on est en terrain extrêmement accidenté, ce qui fait et une végétation plutôt méditerranéenne, des pins maritimes. Donc le feu a gagné très très vite, donc on a fait procéder aux évacuations, à l'attaque du feu, et après mon objectif c'était que le feu ne dépasse pas finalement ces 2 départementales et de le garder dans cette enveloppe. Le fait de la végétation avec une réserve biologique intégrale est beaucoup combustible et que celui-là, on a du travail de façon plus intense encore hier. On a eu beaucoup de mal à lutter sur les réactivations qui sont à l'intérieur du périmètre, mais on a gardé l'objectif initial de le garder à l'intérieur de ces 2 départementales. Et aujourd'hui, les avions que vous avez peut-être entendu passer sont très actifs encore sur les réactivations du milieu du foyer. Donc voilà, l'objectif ici sur les 600 hectares qui sont là, c'est de le maintenir dans le périmètre. Là, de toute façon, il est fixé. Et sur le même principe de faire du noyage, de l'extinction, du retardant. Je vais laisser mon collègue expliquer toutes ces parties-là techniques qui sont de sa partie. Monsieur le Président, donc la brigade des militaires de la sécurité civile a participé à ce feu jusqu'à 170 sapeurs-sauveteurs sur site, déployés sous très court préavis, qui étaient prépositionnés dans le sud de la France et qui se sont engagés sur ces feux proches de Fontainebleau. Concrètement, sur toutes les lisières et à l'intérieur des feux, l'action que nous avons menée concernait de la valorisation de terrain, soit à l'aide de bulldozers, avec qui nous sommes aussi en partenariat avec l'armée de terre, sous le protocole Héphaïstos, mais également avec le produit retardant, le produit rouge qu'on peut mettre avant et qui vient finalement bloquer la propagation du feu ultérieurement. Donc,
plusieurs dizaines de kilomètres de valorisation terrain, et après, bien sûr, au profit des secours locaux, des actions de traitement de lisière pour venir noyer ce travail très fastidieux de retourner la tourbe, d'aller creuser pour éteindre, de la protection de points sensibles. Voilà. Là, vous allez mettre combien de temps? Vous l'avez fixé maintenant, je pense qu'on peut le dire. Vous pensez que vous allez mettre combien de temps à totalement... 2 à 3 semaines. Avec la tourbe en fait. Ouais, c'est ça. Okay. C'est 2 à 3 semaines de noyage, de travail. Ouais, totalement sûr. Totalement sûr. Mais la phase aiguë, si je puis dire, la phase aiguë sur ce secteur-là, elle est passée. Sur l'autre secteur, j'espère qu'elle sera terminée aujourd'hui. Typiquement, là, si on le rouvre quand pour vous? Je pense que ce passage-là, les éléments que j'ai pas dans la cour en principe, on espère qu'elle sera ouverte demain soir, c'est possible. C'est une hypothèse qui tourne, mais pas certaine, parce qu'en fait, les investigations sont toujours en cours. La vraie difficulté, alors les pompiers noient les planches, les bordures de la 6. En revanche, il y a eu des dégâts pas que sur la structure, mais davantage sur les glissières. Donc il faut les changer pour les raisons de sécurité. Donc c'est un travail qui est fait actuellement. C'est le concessionnaire. Ça a pris des c'est le concessionnaire. Alors l'intérêt c'est quand même de rouvrir au plus vite. On espère demain soir, mais c'est pas garanti. On avait prévu un petit mot de la part de l'ONF. Oui, bien sûr. Enjeu particulier de cette forêt. Monsieur le Président, peut-être quelques mots pour vous présenter cette forêt et puis surtout l'après. Cette forêt, vous le savez, elle fait 22 000 hectares. Vous voyez, en fait, elle est très diverse en essence. Elle est à peu près moitié pin maritime et puis moitié feuillu, du chêne et également du hêtre. Cette forêt, c'est un modèle de multifonctionnalité. À la fois, elle produit du bois, mais c'est aussi un très très gros enjeu d'accueil du public, plus 15 millions de visiteurs, plus de 15 millions de visiteurs par an, et une biodiversité absolument remarquable. Je vais y revenir. Cette forêt, elle est aimée et elle est appréciée de par sa diversité de paysages et également de milieux, des gorges, des vallées, des landes ouvertes, des bosquets. Donc c'est vraiment une situation très particulière. Donc là, tout de suite, une fois que l'incendie, là, mes équipes qui sont là-bas sont mobilisées auprès des pompiers pour accompagner, faire partie du COS pour vider. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait et on s'est mis vraiment à disposition des équipes pour être le plus efficace possible. Mais la question qui va se poser dès que le feu sera éteint, et j'ai compris que c'est pas encore tout de suite, mais dès que le feu sera éteint, ça sera les sécurisations. Il faut aller parcourir les parcelles pour voir quels sont les arbres dangereux, et notamment aux abords de la forêt, pour pouvoir les couper et que ça ne soit pas dangereux pour les routes. La deuxième étape, ça sera ensuite de sécuriser l'intérieur du massif. Le massif est fermé aujourd'hui, il va falloir le sécuriser petit à petit. Et puis ensuite, on va passer sur une période qui va être d'observation. Observation pour vérifier que les facteurs de risque sont bien éliminés, mais aussi de voir comment réagit la végétation et comment les arbres qui vont rester peuvent reprendre ou pas. Et puis dans un temps plus lointain, eh bien, il faudra penser à reconstruire cette forêt. Nous allons nous appuyer déjà sur, nous avons la grande chance d'avoir une forêt qui est forêt d'exception, et donc nous avons une comitologie qui nous permet de travailler sur la forêt avec tous les élus du territoire et avec toutes les associations. Ça va être une grande force pour cette forêt pour décider ensemble ce que nous allons faire. Bien évidemment, il faudra reconstituer la forêt au sens des arbres, regarder comment elle se régénère. Pendant 2 à 3 ans, il peut y avoir... et surtout, il faut regarder... le grand feu du Var, là. C'est ça. En fait, il faut regarder comment réagit, il faut regarder comment réagit la végétation et ensuite venir l'aider. Voilà, il faudra venir l'aider. Je pense qu'il faudra venir l'aider par petits bouquets. Il va falloir choisir les essences avec précaution et venir accompagner la nature. Mais sur cette forêt qui est particulière, je vous l'ai dit, 15 millions de visiteurs, nous avons un sujet forestier bien évidemment, mais nous allons avoir un sujet accueil du public. Nous étions en train de rénover le parcours des 25 bosses que tout le monde connaît. Il a disparu, il faut tout refaire. Il y a des parcours, des sentiers, des parcours de santé, etc. qui sont très appréciés des Bellifontins, mais beaucoup plus largement. On vient pratiquement du monde entier pour la forêt de Fontainebleau. Donc nous aurons tout ce travail. Et puis je vous ai parlé de la biodiversité. Il y a un travail énorme de génie écologique à mettre en place, des mares, des landes ouvertes. Tout ça, il va falloir le reconstituer. Voilà. Donc c'est un travail pour toute l'équipe de l'ONF
qui a le cœur brisé aujourd'hui, mais qui est mobilisé pour reconstituer cette forêt. Il y en a pour plusieurs années, mais voilà, on est là, on est mobilisé et on va reconstruire cette forêt. Ce qui donne un peu le tournis un peu à tout le monde, c'est que jusqu'à présent les feux qu'on connaissait ici, c'était 4, 5, 6 hectares. Ouais. Là on est sur 2000. Quand le travail de régénération devait se faire, c'était équivalent 4, 5, 6 hectares. Donc il y a une habitude du feu ici. Mais là on est hors norme. Et le travail de reconstruction inévitablement devient XXL. C'est ça qui peut donner le tournis un peu à tout le monde. Parce que... Oui, malgré la culture du feu, hein, Frédéric, on met en place depuis 10 ans des moyens de prestige pour les points d'eau. On a vraiment une culture, on fait plein de choses. Mais là, on n'est pas dans le sud, on est au nord, et malgré tout, notre forêt brûle. Mais dites-vous que malgré tout, je me permets, pour avoir vécu d'autres situations, on parlait tout à l'heure de la Gironde où il y avait de la tourbe, et où il y avait aussi un statut de la forêt qui était très différent, et un entretien qui n'était pas le même, je peux vous dire que vous n'auriez pas fait tout le boulot que vous avez fait. Je parle sous le contrôle des professionnels, mais je pense que la jonction entre les deux feux, elle était faite en 48 heures. Et donc ça, il n'y a pas de doute que tout ce que vous avez fait, c'est ce qui a permis d'éviter le pire dans une situation qui est en fait extraordinaire. Ce que rappelait le directeur général le montre, on n'a jamais connu ça depuis plus de 8 décennies. Mais donc tout le boulot que vous avez fait, c'est ce qui permet d'avoir cette carte et de les cantonner. Je sais bien que c'est difficile à... Vous voyez, monsieur le président, ce deuxième feu là, on est tout près de la réserve de biosphère, on est tout près de la nation du UICN, on est tout près de l'endroit où le G7 environnement est venu il y a 2 mois. Voilà, donc le symbole est... Monsieur le Président, grâce aux missions de police de l'Office national des forêts, on participe également à l'application des arrêtés d'interdiction du public en forêt. Oui. On réalise également en partenariat en interservice avec l'OFB des patrouilles intraforestiers et on contrôle toutes les personnes qui pourraient être suspectes et donc à l'origine d'un feu potentiellement criminel. Voilà. Et on fait remonter toutes les informations aux autorités locales. Je voudrais aussi saluer, on a beaucoup de bénévoles qui sont venus spontanément se présenter à l'ONF. Sophie est en train tous les matins d'organiser des binômes avec un ONF, un bénévole pour marauder sur toute la forêt, pour quadriller et pour donner de l'information en disant il ne faut pas aller en forêt. Et puis aussi on a eu tellement peur des gens qui mettent le feu, voilà, on a voulu être très présent. Donc c'est Sophie qui a coordonné tout ça et on peut que remercier et Sophie et surtout tous les bénévoles qui sont tous les matins à l'agence. Je suis partie ce matin, il y avait plusieurs cinquantaines de personnes à l'agence ce matin. Et c'est la chance des forêts d'exception. C'est le travail collaboratif qu'on fait déjà au quotidien et ce travail citoyen qu'on a fait depuis plusieurs années qui a permis de mobiliser énormément de monde immédiatement et tout le monde se sent concerné et personne ne veut rester inactif, donc on n'a pas voulu les laisser sur le côté et dire on a besoin de vous, mais pas sur le feu, mais par contre pour s'assurer qu'il n'y en ait pas d'autres à côté. Et pour nous c'était important que tout le monde se sente concerné. J'aimerais rajouter qu'on a aussi dans la mission d'intérêt général qui nous est confiée des patrouilles d'intervention qui sont aussi mobilisées sur l'ensemble du massif pour éviter